d'être avec nous et de prendre un moment. C'est vrai que, oui, au MEDEF, alors vous avez de nombreux mandats. D'ailleurs, je crois que je ne peux même pas tous les citer parce que vous êtes hyper engagés. Honnêtement, je lisais la liste de Paola Fabiani, je me disais, ah oui, elle siège là aussi. Ah oui, elle est aussi là. Donc c'est assez impressionnant, on va en parler parce que je trouve que c'est un ressort intéressant. Et d'ailleurs, vous êtes tous là ce soir à prendre du temps sur vos vies aussi, pas seulement pour recevoir des trophées, mais pour coopérer autour de cette cause qui nous intéresse tous. Et puis, je voudrais qu'on parle un peu de votre entreprise, à vous aussi, Wisecom, parce que vous avez une touche, enfin une façon de faire les choses. Wisecom, c'est des centres d'appel. Je crois qu'on dit centre de contact maintenant, ça fait peut-être un peu plus chic, mais c'est quand même des centres d'appel. Et vous avez pris le contre-pied de ce qui se faisait, certainement pas au bout du monde, mais ici en France. Vous nous racontez un petit peu comment ça a commencé ? Alors, je vais essayer de faire court. Alors, je ne sais pas si je suis hyper... La version vraie. Je suis hyper active peut-être. En 2 mots, on a créé Wisecom avec mes associés il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et donc Wisecom, ce sont des centres d'appel, comme ça a été dit. Donc je pense que vous voyez tous l'image du centre d'appel, celui qui vous dérange le soir quand vous n'avez pas envie du tout de répondre au téléphone. Et bien non, en fait, nous, on a voulu casser cette image et on a pris le contre-pied du marché de la délocalisation en Afrique du Nord, à Madagascar, et on s'est créé en plein cœur de Paris. Mais comment Avec l'idée de prouver qu'on pouvait être compétitif en mettant l'humain au cœur du modèle et en mettant la RSE, qu'on n'appelait pas RSE, parce qu'il y a 15 ans, on n'appelait pas ça RSE, mais finalement l'attractivité, la fidélisation des talents au cœur du modèle. Et on est sur un modèle très humain qui permet d'être compétitif pour certaines missions par rapport à des centres qui seraient en offshore ou ailleurs. Compétitif parce que cette qualité, finalement, elle vous fidélise mieux vos clients aussi. Enfin, comment vous la calculez, cette compétitivité-là ? Alors, elle est assez amusante à expliquer. Alors déjà, peut-être une parenthèse sur les centres d'appel, parce que moi, j'aime bien dire ça. Donc, dans les centres d'appel, vous avez tous les services clients que vous connaissez, je suppose. Bien sûr. Mais vous avez aussi tout ce qui est la prospection commerciale auprès d'entreprises, qui est déjà moins connue et pour lesquelles on travaille pour des grands groupes et on peut apporter pas mal. On a aussi tout ce qui est autour de la transformation lead. C'est des gens qui ont émis une demande ou des entreprises qui ont émis une demande et ainsi de suite. Les closers. Ou transformation lead management. On a un métier qui est à la fois un vieux métier, puisque, pour rappel, la France est leader mondial des centres d'appel, puisque Téléperformance, pour ne pas le citer, est au CAC 40 et fait plus d'1 milliard. Et donc tout le monde pense que c'est un métier complètement anglo-saxon, et pas du tout, parce que dans le top 5 mondial, il y a 3 sociétés d'origine française. Donc déjà, on est sur le marché des leaders. Et ça, je pense que c'est quand même important. Donc on est leader aux États-Unis, on est leader partout. Et on l'est encore actuellement. Après, comment être compétitif ? Nous, le modèle a été simple, c'est de se dire tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, qui est répétitif, on va le laisser aux machines et à l'IA. Et justement, on va avoir un lab innovation, on va sourcer des technologies. Et par contre, on va concentrer l'humain là où il y a une vraie valeur ajoutée, là il y a une vraie différence. Et on va travailler sur 3 angles. Le premier, c'est attirer des talents à un métier qui n'est pas forcément valorisé, comme vous y avez sûrement l'idée. Donc voilà, c'est comment on va faire venir différentes populations à ce métier. Une fois qu'on a fait ça, c'est comment on va les fidéliser. Donc on a un turnover qui est bien inférieur au marché. Et donc comment on va les fidéliser ? C'est là où la RSE est rentrée très rapidement dans le spectre. Et c'est ce qui nous a permis d'être compétitifs parce que moins de turnover, moins de formation, moins de coûts, meilleure qualité. Et on garde nos talents, pour faire court. Et on innove derrière avec des technos. Pour faire très simple et imagé, vous voulez savoir si votre boutique est ouverte, vous n'avez pas besoin d'avoir un humain. Par contre, vous avez un dégât des eaux chez vous. Là, vous voulez avoir quelqu'un au téléphone. Ou le jouet pour Noël n'est pas livré la veille, puisqu'on est en pleine période de Noël. Là, vous voulez avoir quelqu'un au téléphone. C'est ça la différence pour faire très court. L'innovation, elle est là aussi dans le choix des technologies de l'attribution. Ouais, voilà. Et pour donner 2 chiffres, on est 250. On a 2 sites à Paris, un site tout nouveau en Corse depuis 2 ans. Alors ça a quelques liens avec Corse, c'est ça, oui. Donc voilà, avec l'idée aussi de travailler sur le bassin d'emploi. Et donc voilà, et on se développe et on arrive à croître progressivement. On a un chiffre d'affaires intéressant. On n'a pas levé de fonds, pour information, parce que personne n'a cru dans notre modèle il y a 15 ans. Ça vous a peut-être rendu service au final ? Et au final, on ne le regrette pas trop. Voilà, donc voilà. Être rentable, c'est bien aussi quelquefois, mais bon, c'est un modèle différent. RSE, qu'est-ce que vous faites de particulier ? Est-ce qu'il y a une chose peut-être que vous pouvez nous présenter ? Parce que attirer des talents, je pense que ça, c'est un sujet qui est, c'est une tension partout. Et puis effectivement, les faire vivre et grandir chez soi. Alors, ça va me permettre de faire des passerelles sur certaines choses. En fait, attirer des talents, ça a été déjà dans la formulation d'un certain nombre d'annonces, d'un certain nombre de propositions de métiers, etc. Par contre, les garder
derrière, et puis les attire aussi, c'est proposer finalement, alors nous on n'appelle pas ça, on se fixe sur ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue, c'est une composante qui est finalement une somme d'avantages ou une somme de propositions. Donc bien sûr, il y a le salaire, on y revient, mais le salaire, il est pas forcément, il est très fonction du lieu où on habite, parce qu'un salaire en Corse et un salaire à Paris n'ont pas forcément les mêmes possibilités pour les salariés. Derrière, on a travaillé sur un sujet qui me semble essentiel, et Daniel notamment, il travaille beaucoup, Frédéric aussi, Bastien aussi, le logement. Parce que finalement, le nerf de la guerre, c'est le logement, et donc ça me permet de faire des liens avec les actions du MEDEF sur le logement, j'y reviendrai après. Le logement, ensuite, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était temps de vie pro-perso, parce qu'on sait qu'en fait, les temps de trajet sont longs, que ça vient finalement réduire le temps de vie perso, et que finalement, parfois, pour un plus de temps de vie perso, les salariés sont capables d'être plus attirés. Ensuite, la formation. Évidemment, l'évolution. Donc, pour le logement, peut-être juste un exemple, on se porte caution pour le logement de nos salariés sur les CDI. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça leur permet de trouver un logement ponctuellement, ponctuellement, définitivement en fonction. Autre point, typiquement sur l'évolution, on a 90% de nos managers et nos directeurs qui viennent de nos plateaux, de l'interne. Donc il y a vraiment cette logique. Donc voilà, avec cette logique de tremplin social et ainsi de suite. Et puis après, on essaye de se battre pour défendre des valeurs et du sens. Alors j'aime pas le mot sens parce que tout le monde le met à toutes les sauces. Mais l'idée, c'est vraiment finalement de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait et au final d'être authentique dans notre approche et dans nos enjeux. Donc effectivement, là par exemple, on a mis en place une solution que je trouve assez intéressante qui s'appelle Pure Engagement. Qui mesure la sensibilité environnementale de nos salariés avec des études scientifiques. Donc, en fait, tout le monde dit on a une appétence à l'environnement, c'est pas du tout vrai. Certains l'ont, certains l'ont moins. Et donc là, ça permet de le mesurer pour mener des actions concrètes. Et en même temps, moi, j'aime bien ce qui se mesure, donc je trouve que c'est assez intéressant. Tout ce qui se mesure s'améliore. Donc voilà, pour donner quelques exemples de ce qu'on fait. Hyper intéressant. Alors, vous évoquiez vos missions au MEDEF. Vous êtes vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat, vaste tâche. Vous êtes aussi à la tête du COMEX 40. Alors, c'est quoi? C'est les dirigeants de moins de 40 ans ou à peu près? Alors, le COMEX 40, pour faire aussi court, donc parce que un COMEX 40 a été lancé en Essonne par Frédéric et je suis assez fière de ce développement. Bastien, qui était là, est issu du COMEX 40 aussi. Le COMEX 40, c'est un projet qui a été lancé par Geoffroy, Roux de Bézieux, mis en œuvre par Fabrice Le Sachet et accompagné par Patrick Martin, si je ne la boucle. Et au moment où il lance ça, en fait, l'idée, c'est de doter le MEDEF d'un organe non statutaire qui représente les jeunes dirigeants, moins de 45 ans, pour l'âge exact. 45, d'accord. L'objectif, venir challenger le MEDEF sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, et pas que. On est créé 1 an avant le Covid. Donc tout l'enjeu, ça a été finalement de travailler sur ce qui va impacter nos sociétés aujourd'hui et demain. 45 membres, le premier au national, 23 femmes, 22 hommes, plus de 70% des territoires représentés, donc des membres qui venaient de toute la France, plus de 80% des secteurs d'activité représentés, et puis l'enjeu de venir finalement faire 3 choses. La première, créer des synergies, faire rayonner le MEDEF en interne mais aussi en externe, échanger avec des politiques, échanger avec des grands patrons, faire des voyages. On a fait notre seul voyage en Corée, parce qu'apraprès on a eu le Covid, donc on a fait un voyage en Corée. Bon, ça reviendra. Voilà. Deuxième objectif qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est tout ce qui est de se saisir ou d'être saisi par le président du MEDEF, et ça se décline ensuite sur des sujets d'actualité pour donner le point de vue des jeunes dirigeants. Qu'est-ce que ça change, le point de vue des jeunes dirigeants? C'est une question hyper candide, mais finalement, qu'est-ce que vous avez de plus, vous, les jeunes dirigeants? Et alors, dernier point quand même, troisième, c'est avoir des groupes de travail sur des sujets. Et là, je vais expliquer, justement, je vais répondre à votre question. C'est qu'effectivement, on a travaillé sur des sujets comme la remise en question de la démocratie libérale, l'altercroissance, l'anticipation des crises. Ah oui, think tank. Relations, voilà. Et porter des propositions à la présidence du MEDEF. C'est notre rôle. Qu'est-ce que ça change? Je ne pense pas que ça change, en fait. Moi, je crois profondément à la complémentarité. Je ne pense pas que ça change complètement quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre cette parole avec les autres. Et effectivement, il y avait une représentativité, et c'est le but du COMEX 40, c'est d'attirer des jeunes dirigeants à s'engager au MEDEF, à aller au MEDEF, Bastien l'a très bien dit, à prendre des mandats. Et c'est aussi une façon d'expliquer ce qu'est le MEDEF, d'expliquer le paritarisme, d'expliquer les mandats, d'expliquer aussi le partage entre pairs, parce qu'on ne se rend pas compte, on est quand même assez seul en tant qu'entrepreneur parfois. Et au final, en fait, le but du COMEX 40, avant tout, c'est ce rôle d'attractivité, ensuite de réfléchir
entre jeunes dirigeants, et puis ensuite de confronter nos propositions avec tout le reste. Et donc finalement d'avoir la voix des jeunes dirigeants au même titre que tous les autres. C'est ça l'idée. Vaste tâche, mais vous avez l'air passionné. Donc, alors, on en a 45 maintenant quasiment, donc on a fait des petits. Le COMEX 40 depuis 2 ans s'est démultiplié dans les territoires. Et là maintenant, donc, le MEDEF Essonne a créé son COMEX 40 Essonne. 45 COMEX 40 avec le même modèle, parité, diversité, représentativité, toute taille d'entreprise, j'ai oublié de le dire, de la start-up aux dirigeants de grands groupes. Et même principe, venir finalement challenger le MEDEF, influencer le MEDEF territorial et puis prendre des mandats. Donc on a 3 présidents, je crois, de MEDEF territoriaux qui sont issus du COMEX. Donc ça marche en fait, ce principe. Plus de 30% de mandats pris par l'ensemble des membres. Et puis, effectivement, Bastien en est un super exemple. Président, il a été humble. 93-94, porte-parole du MEDEF. Voilà, donc ça permet en fait finalement cette dynamique. Voilà. Peut-être un mot pour finir, un petit coup d'œil sur 2024 en tant que votre mandat au MEDEF et puis dirigeante de votre entreprise. On sait, ce soir on célèbre, donc on est tous très positifs, mais on sait bien dans la vie des entreprises à quel point il y a des hauts et quand même des bas. Vous avez plusieurs fois parlé de combat tout à l'heure. Comment vous voyez 2024? À quoi il faut faire attention? Quelles sont les opportunités? Vous avez 5 minutes et une copie double. Alors, beaucoup de sujets. Je vais essayer de faire, essayer de faire court. Je vais peut-être donner les 4 grands axes déjà du MEDEF. Et puis après, je ferai peut-être un petit focus sur l'actualité. Les 4 grands axes du MEDEF, le premier, c'est effectivement porter notre idéologie de croissance responsable. Et franchement, je pense que c'est essentiel actuellement. Là, Patrick Martin est avec une délégation d'entreprises, fédérations, justement auprès du ministre de la Transition environnementale pour discuter de ça. Donc, la croissance responsable, en gros, pour faire court, 40 milliards d'euros, c'est ce qui est demandé par an au privé supplémentaire en investissement pour financer la transition. Cette transition, donc, elle a un prix. Pour l'activer, il faut mettre en œuvre cette croissance responsable. Les 2 mots sont importants, et ça, c'est l'idéologie du MEDEF. Voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est le premier sujet. Il y a eu une petite anicroche avec l'ADEME, dont vous avez peut-être entendu parler, sur une campagne de com particulière. Il y a une forte mobilisation, et ça a abouti à des choses, je pense, assez constructives. Le gouvernement, à travers le ministre, a établi que les acteurs économiques seraient consultés, qu'il y aurait plus de cohésion et qu'il y aurait plus de réflexion, quoi. Je synthétise, je ne vais pas vous donner... Elle a été retirée, la campagne de pub. Oui, elle a été retirée, mais bon, elle aurait pu ne pas exister. Du coup, on en parle pas. On aurait pu, voilà. Donc ça c'est un des grands sujets, ça m'a permis de reboucler sur l'actualité. Deuxième grand sujet, le dialogue social. Là, on sort, pas tout à fait, on sort Agir Carco, Unédic. Bon, si certains souhaitent que je développe, je ne vais pas développer là, mais n'hésitez pas. Autour d'un verre, ça fait passer le sujet. Bon, c'est quand même aussi en même temps, je pense, révélateur de la force du dialogue social, puisqu'on est tombé d'accord avec la majorité des syndicats sur les accords de l'Unédic dans un temps record. Donc ça montre bien que ça marche, le dialogue social. Ça fonctionne. Après, là, on a quelques négociations et discussions en cours. Le prochain, on a reçu la lettre de cadrage sur le pacte... qualité de vie au travail qui comprend l'emploi des seniors, sujet très important, à triple titre. 1, ça peut financer le modèle social. 2, c'est essentiel dans notre activité globale. Et 3, en tant que chef d'entreprise, ça représente des talents potentiels majeurs. Donc, comment on fait? Troisième sujet sur le MEDEF, l'Europe. Alors, l'Europe, je peux faire une petite parenthèse sur l'actualité. Europe, actualité très forte sur les délais de paiement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, vous savez qu'il y a une loi à l'Europe qui a un beau côté sur les retards de paiement, donc ça, bien sûr, on valide, mais un autre sur les délais de paiement. Ils souhaitaient mettre en œuvre une loi qui impose à toutes les entreprises, sans négociation possible, 30 jours de délai de paiement, quels que soient les accords définis entre les parties. Donc là, le MEDEF est monté au créneau, notamment avec Fabrice Le Sachet, qui est vice-président Europe, et Patrick. Ça a permis, on a fait aussi un déplacement à Bruxelles avec tout le conseil exécutif. Ça a permis de faire un peu fléchir le gouvernement qui a fait une lettre et qui est remonté en disant qu'il s'opposait à ce principe-là. Et là, voilà, on travaille sur ça. C'est pour donner un exemple très concret qui nous toucherait tous. Imaginez 30 jours de délai de paiement, alors que votre partenaire commercial n'a pas voulu ça. Ça peut toucher toutes les activités. Dernier sujet, et là, j'ai presque fait les 5 minutes. Dernier sujet, l'entrepreneuriat, parce que ça me tient à cœur et ça nous tient à cœur. Donc, on a monté une commission entrepreneuriat parmi les 15 commissions que Patrick a souhaité mettre en œuvre. L'entrepreneuriat au MEDEF, c'est quoi? C'est plein de sujets. C'est bien sûr la création, on l'a vu à travers ce trophée, je ne pourrais pas parler du trophée sans parler d'entrepreneuriat. C'est aussi la transmission, c'est aussi le scale, c'est-à-dire comment on casse les plateformes de verre, PME, ETI et ainsi de suite.
c'est le rebond. Et puis, c'est un peu l'entrepreneur de demain, comment on va travailler l'export. Donc, c'est pas mal de sujets, c'est plus d'une dizaine, les startups, bien sûr. Et c'est finalement comment le MEDEF, avec tout son réseau, avec tout ce maillage et son rôle, intervient sur ces domaines qui sont essentiels, tant au niveau des politiques qu'au niveau de la mise en œuvre et de fédérer l'ensemble des associations autour de ça. Donc, on a signé un partenariat avec, par exemple, la Confédération nationale des juniors entreprises, parce que finalement, l'entrepreneuriat se décide tôt. Puis on parlait de l'éducation, alors je ne vais pas faire le lien, mais on sort de la semaine école-entreprise, qui est essentielle pour le MEDEF, parce que finalement, comme l'a dit Frédéric et Daniel. Sur l'apprentissage juste après. Donc, voilà. Bon, on y passerait la soirée, c'est passionnant. Merci pour votre énergie aussi et puis la vision. Bon, 2024, on continue vaillamment, quoi. Alors 2024, on va pas être que positif, ça peut être compliqué sur certains points. On n'annonce pas forcément que des tendances économiques très favorables, mais même si le moral, d'après la dernière étude des chefs d'entreprise, est un peu dégradé, ils restent à maintenir leur investissement malgré la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, etc. Donc je pense qu'en fait, on est finalement rempli d'une énergie, de résilience, et je pense que ça l'a prouvé. Ouais. Et je pense qu'en fait, voilà, c'est vraiment un beau modèle aussi. Moi, je crois profondément à ça. Donc, voilà. Merci Paola Fabiani, merci beaucoup.